les barons de la drogue financent le Parti démocrate des États-Unis. Ça paraît tellement absurde qu'on dirait que ça sort d'Alice au pays des merveilles ou de l'autre côté du miroir, mais logiquement, quels sont les objectifs des cartels, par exemple ? Rétablir leurs opérations de plusieurs milliards de dollars pour faire entrer illégalement aux États-Unis des migrants, des prostituées, des deux sexes, y compris des enfants et bien sûr de la drogue. Quels sont les objectifs du Parti démocrate ? Rétablir le flux de migrants ? Et peu importe, comme on dit, ce qui vient avec, parce que les migrants, de leur point de vue, ce sont des sièges au Congrès. Eh bien, là-bas, j'en ai déjà parlé. Et la deuxième chose, c'est d'empêcher Donald Trump de nettoyer le pays des clandestins. Les objectifs coïncident. Donc il faut mettre l'argent sur la table. Et beaucoup plus. C'est une édition spéciale des informations de Fox News. Les cartels collaborent avec des groupes terroristes de gauche aux États-Unis, offrant des milliers de dollars pour l'assassinat de hauts responsables de la frontière. Entre 5 000 et 10 000 dollars pour l'enlèvement d'agents de l'Immigration and Customs Enforcement ou des douanes et de la protection des frontières. Agression non létale, 50 000 dollars pour l'assassinat de hauts responsables. Voilà. Greg Bivino y travaille à Chicago. Avant de continuer, c'est complètement fou. Ce sont des cartels latino-américains. Sinaloa, peut-être Tren de Aragua. La Drug Enforcement Administration est une organisation narco-terroriste. Il y a de nombreux cartels. Ils sont prêts à payer entre 5 000 et 10 000 dollars pour l'enlèvement d'agents de la police des frontières. 5 000 à 10 000 dollars. Ils doivent être vivants. Ils vont demander une rançon, obtenir des informations d'eux. La collecte de renseignements et le doxing d'agents de la police des frontières coûte 2 000 dollars. L'assassinat de hauts responsables de la police des frontières coûte 50 000 dollars. Quand on parle de « vous savez, moi », ce mot est dangereux. Ce mot qui commence par V. La guerre, c'est presque comme une guerre. C'est ce que vous verriez en cas de guerre. Il dit qu'il y a une récompense pour sa tête. Regardez. Nous avons offert 50 000 dollars pour la capture des agents fédéraux. Nous avons des criminels qui percutent des voitures, des criminels qui apportent des armes aux manifestations. Ce n'est pas une criminalité de rue ordinaire. Ici à Chicago, nous avons des attaques quotidiennes contre des agents de la frontière, des officiers de l'Immigration and Customs Enforcement et nos alliés des forces de l'ordre, souvent plusieurs fois par jour, et Regardez ça, vous avez des immigrés masqués, que je suppose être illégaux, lançant des pierres. C'est arrivé hier. Ils jettent des pierres à Chicago sur les agents de la frontière. Ce sont en fait des véhicules de l'Immigration and Customs Enforcement, ainsi que des véhicules du Department of Homeland Security. Mon Dieu, nous sommes une nation occupée. Je ne peux pas... Imaginez comment quelqu'un peut nier que c'est un problème. Dans le même temps, les maires de Los Angeles, de Chicago et de Portland ont publié des décrets interdisant la coopération avec les clandestins. Autrement dit, le Parti démocrate protège les clandestins qui volent, violent, agressent et tuent des citoyens américains. Je ne dis pas que tous les clandestins sont violents, mais ils ne sont pas tous expulsés actuellement. D'abord, ils essaient d'expulser les criminels, c'est-à-dire les délinquants. Les démocrates protègent les criminels et ne donnent pas le droit ni la possibilité aux forces de l'ordre d'arrêter. Ils les expulsent, s'ils sont illégaux, naturellement, du pays. Nous ne résolvons pas ce problème maintenant. Si nous n'organisons pas des expulsions massives maintenant et ne faisons pas sortir tous ces clandestins du pays, il sera trop tard. Nous avons déjà du mal à gérer le problème. C'est une question de main-d'œuvre. C'est une question de ressources humaines. Il faut un certain nombre d'agents de l'Immigration and Customs Enforcement pour expulser un certain nombre d'immigrants clandestins. C'est une équation mathématique, et déjà, dans l'état actuel des choses, nous avons à peine la capacité de résoudre ce problème tel qu'il est, c'est déjà incroyablement difficile. Il y a donc quelqu'un qui finance une résistance organisée, aussi bien parmi les citoyens américains, dont la principale source de revenus provient de leur participation à des émeutes payées, que parmi les clandestins, qui gagnent plus en lançant des pierres qu'en creusant des tranchées ou en portant des briques.
une sorte de substance chimique est pulvérisée directement à Carrefour. Peu de temps avant cela, vous avez vu ce qui semblait être des officiers de police de Chicago et certains commandants présents là-bas essayant d'engager un certain dialogue. Après le refus d'hier de la police de Chicago d'exécuter les ordres anticonstitutionnels du maire et du gouverneur Paul Lee, la police de Chicago vient en aide aux fédéraux et bed bedon nits kornos. Soit aide, soit arrête elle-même les fauteurs de troubles. Vite, les amis, société, nous avons été témoins de telles scènes à travers tout le pays, encore et encore, toutes les quelques semaines, tous les quelques mois, depuis des décennies déjà, que ce soit Antifa, les révoltes des immigrés illégaux, les tendances d'Aragua qui s'emparent des blocs résidentiels. Nous avons vu de telles situations encore et encore, et encore, et encore, et encore. Devons-nous appliquer la loi sur l'insurrection ? Devons-nous appliquer la loi sur l'insurrection dans le pays ? Une résistance organisée à la loi, à l'ordre, au silence de la presse et aux actes de résistance ? J'ai déjà dit, les maires et gouverneurs démocrates, bien sûr, sont très similaires, recherchent violence, incendies et meurtres dans leur ville. Vous avez une carte verte A, ou un visa touristique, ou un visa étudiant. Comme nous l'avons vu, oui, vous savez, si vous êtes membre d'une organisation communiste étrangère, si vous avez fait partie d'une organisation paramilitaire étrangère, si vous avez déjà publiquement soutenu un groupe terroriste, nous n'avons vraiment pas besoin que vous soyez dans le pays. Tout cela, c'est en quelque sorte mon avis. Il faut reconnaître le problème pour le résoudre. Et maintenant, vous qui mâchez la femme a invité. Vous pensez que le curriculum vitae de Katowice est sans espoir et... C'est désespéré, vas-y. Keiichi est charmant, mais Tatou est assez offensant. C'est une minorité grande et puissante. En minorité, vous savez, il est assez bien financé, il dispose de beaucoup de ressources, il est soutenu par de nombreuses voix médiatiques influentes. Et c'est, je pense, le problème interne le plus important que nous ayons aux États-Unis d'Amérique. C'est une justification de la violence qui, bien sûr, conduit ensuite à des actions réelles. Beaucoup d'argent, beaucoup de personnalités démocrates, beaucoup de presse. Je pense qu'aujourd'hui, vous ne l'entendez plus aussi souvent, mais il y a certainement 2, 3 ou 4 ans, nous l'entendions tous les jours. Si vous refusez de reconnaître qu'un homme peut être une femme et qu'une femme peut être un homme, vous-même, simplement en refusant d'accepter et de soutenir l'agenda trans, la rhétorique trans, vous contribuez au génocide des personnes transgenres. Vos propos ou votre refus de suivre leur rhétorique, c'est du génocide. D'accord, voici ce que dit J.D. Vance. Il affirme qu'en convainquant ces gens de gauche que tous leurs opposants sont des génocidaires ou des fascistes, il devient facile de basculer vers la violence réelle. Ou pour eux, dans leurs esprits malades et pervertis, de justifier la perpétration d'actes de violence réels. C'est vrai. Il n'est donc pas surprenant que nous ayons ces actes de terrorisme intérieur d'extrême gauche. Je suis sûr qu'il s'appelle M. Tyler Robinson, le présumé assassin de Charlie Kirk. Je suis sûr que dans son cerveau gauchiste et perverti, il pensait qu'il faisait ce qu'il fallait. Je crois sans peine que, dans son esprit psychotique, il pensait agir correctement. Parce que toute sa vie d'adulte ou d'adolescent, il a été conditionné par les médias de gauche, les réseaux sociaux de gauche, ainsi que par les grands médias, que Charlie Kirk est un nazi, Charlie Kirk est une menace pour la Constitution, Charlie Kirk est dangereux, Charlie Kirk veut te tuer, Charlie Kirk est le mal, Charlie Kirk blablabla blablabla. Et si tu es un jeune homme mentalement instable, si tu as des problèmes de santé mentale ou une prédisposition à ce genre de problème, alors ton cerveau perçoit tout cela de façon déformée. Tu te dis... Oh, Charlie Kirk est une menace, il faut l'éliminer. Voilà. Et ça se répète encore et encore. Nous avons, sans aucun doute, une violence extrémiste d'extrême gauche dans ce pays, et c'est précisément cette rhétorique venant de la gauche qui crée vraiment toute cette dynamique dès le départ. Vous savez, à gauche, c'est un peu comme un clin d'œil, une incitation.
Des gens de gauche disent « Ici, on tue des nazis ». Et puis ils diront « Et Donald Trump est aussi un nazi ». Clin d'œil. Dans ce pays, nous tuons des nazis. Et chaque personne qui a voté pour Trump est un nazi. Clin d'œil, clin d'œil. C'est ce qu'ils ont fait pendant 10 ans, encore et encore. Il n'est pas surprenant que les personnes à l'extrême gauche continuent de commettre des actes de violence intérieure. Et d'ailleurs, tout cela fait partie de leur plan. Au commencement, il est dit dans la Torah qu'il y eut la parole. Elle fut le début, le déclencheur, la cause de l'action. Et l'action, comme nous le voyons, conduit les individus psychonévrotiques instables à des mesures extrêmes. L'expression des instables, ou de personnes payées. Peut-être aussi oui. Nous venons tout juste de voir les sommes que les cartels de la drogue proposent pour l'assassinat des agents du service fédéral de l'immigration. 50 à 60 000 $ par personne tuée. La réalité de la situation dans laquelle nous nous trouvons. C'est vrai, l'unité exige que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, partage les mêmes valeurs, et la véritable unité exige de reconnaître le fait que, oui, il y a des fous des deux côtés. Nous avons un pays de 330 millions d'habitants, vous trouverez des fous de chaque côté. La violence politique est simplement un fait statistique. C'est un gros problème à gauche. Si Dieu nous en préserve, quelqu'un y était tué. Je suis sûr que vous pourriez trouver une personne qui peut-être célébrerait cela, ou une personne qui serait offensante. Mais c'est la majorité. C'est devenu la norme de célébrer la mort de Charlie, de dire qu'il méritait peut-être de mourir parce qu'il disait des choses haineuses, comme par exemple « Nous ne voulons pas que les femmes jouent » ou « Nous ne voulons pas que les hommes jouent dans les sports féminins » ou tenter de justifier son meurtre en mentant sur ses propos était tout simplement répugnant et honteux. Et l'une des choses que nous devons simplement faire, c'est que je veux que notre pays soit à nouveau uni. Je le veux vraiment, moi, le vice-président des États-Unis. Je sens que je représente tout le monde, même ceux qui tiennent des propos horribles. Pour une véritable unité nationale, nous devons reconnaître qu'il est mal de tuer pour des idées ou des convictions. Actuellement, cette impulsion violente pose davantage problème à gauche qu'à droite. D'où vient l'argent d'Antifa? D'où vient l'argent de Black Lives Matter? D'où viennent tous ces fonds pour ceux qui organisent les émeutes des clandestins? 3 sources. L'argent volé à vous et à moi, eh bien, c'est comme un retour d'Ukraine. Là-bas, il y a des milliards, volés soi-disant pour prévenir l'effondrement de l'économie américaine. Ça fait 1, l'argent venant de Chine, ça fait 2, et, comme on le découvre maintenant, l'argent des cartels de la drogue, ça fait 3. Oui, messieurs, vers la fin, je vais partager une information incroyablement intéressante liée à l'arrestation. À votre avis, de qui s'agit-il? Ce sont en réalité des sources de financement remarquables. Il faut vraiment détester l'Amérique. Il faut vraiment mépriser les gens qui y vivent pour accepter cet argent sale et l'utiliser contre ses voisins, ses proches, ses amis, simplement contre des citoyens qui vivent leur vie sans te déranger. Les 3 sources donnent de l'argent pour déstabiliser l'Amérique. Tous rêvent que le rêve américain, la vie américaine, la société américaine soit détruite. Et maintenant, conférence de presse à la Maison-Blanche, Donald Trump et le FBI vont faire une déclaration. À la lumière de ce que nous faisons, hier matin, je suis revenu du Moyen-Orient où nous avons célébré un accord historique mettant fin à des années de souffrances et de conflits. C'est incroyable, tous les pays se sont unis, je veux dire, même les ennemis sont sortis et ont totalement soutenu tout cela. Je n'ai jamais vu quelque chose de pareil, personne n'a jamais vu quelque chose de pareil. Et tout comme nous créons la paix et la stabilité à l'étranger, nous rétablissons aussi la paix, la sécurité et la stabilité chez nous. À Washington, district de Columbia, dans le district de Columbia, on voit cela peut-être mieux qu'ailleurs. Nous sommes arrivés et en 12 jours, tout allait très bien. En 30 jours, c'était aussi sûr que n'importe quelle ville du pays. C'était génial. Nous avons évacué 1700 personnes. Nous les avons fait sortir. Il s'agit généralement de criminels professionnels que l'administration Biden n'aurait jamais dû laisser entrer. L'été a toujours vu le taux de criminalité violente augmenter, mais pas sous le président Trump. Nous annonçons aujourd'hui les résultats de la vaste opération des forces de l'ordre appelée canicule d'été.
Nous sommes intervenus dans de nombreuses villes dont les gens n'étaient pas au courant. Nous avons gardé cela un peu secret et cela a eu un grand impact. Vous en entendrez parler bientôt. Mais au cours des derniers mois, les bureaux du FBI dans les 50 États ont fait de la lutte contre les crimes violents leur priorité principale. C'est exactement ce qu'ils ont fait, arrêtant des milliers de criminels très violents et dangereux. Et ce sont parmi les personnes les plus dangereuses et violentes au monde. Dans de nombreux cas, ils ont été autorisés à entrer, en fait dans tous les cas, mais dans de nombreux cas, ils ont été autorisés à entrer à cause d'une politique de frontières ouverte très stupide, en réalité carrément idiote. N'importe qui pouvait entrer. Ils ont vidé prisons, centres de détention et hôpitaux psychiatriques, libérant ces personnes dans notre pays. Et les gens derrière moi ont fait un travail incroyable, parce que si nous n'avions pas eu cette administration, cela aurait été beaucoup plus facile. Ils ont permis à des millions de personnes d'entrer dans ce pays, alors qu'elles n'auraient pas dû, y compris plus de 11 000 meurtriers, dont la moitié ont tué plus d'une personne, et beaucoup d'entre eux ont maintenant disparu ou sont en prison. Nous ne voulons pas qu'ils reviennent, alors nous les mettons en prison, ce que nous préférerions éviter, mais nous les renvoyons dans leur pays. Grâce à ses partenaires étatiques et locaux, le FBI a arrêté plus de 8 000 criminels violents durant cette période. Dans des villes comme la Nouvelle-Orléans et Nashville, nous avons observé une hausse de 250% des arrestations. Nous avons vraiment participé à la traque des plus dangereux. Cela inclut 725 personnes recherchées pour des crimes violents contre des enfants et des meurtres. Ces arrestations complètent le travail de nos groupes d'intervention fédéraux historiques qui opèrent à Washington. Le groupe de sécurité, c'était incroyable. Je veux dire, le travail qu'ils ont accompli, c'est incroyable et c'était tellement agréable parce que tant de gens, ils vont dîner et... Les principales actions de l'Immigration and Customs Enforcement, c'est-à-dire le service fédéral de l'immigration, consistaient à trouver et à attraper non seulement des clandestins, mais des clandestins criminels, qui avaient commis des crimes avant de venir aux États-Unis ou déjà ici. Comment cela a-t-il affecté les statistiques de la criminalité ici, dans le pays ? Les crimes violents ont diminué de près de 20% dans tout le pays par rapport à la même période de l'année dernière. C'était l'été le plus paisible depuis 20 ans, et honnêtement, nous n'avons même pas encore commencé. Sans avoir à lutter contre ces gouverneurs de gauche radicale, nous pourrions régler, par exemple, la situation à Chicago. C'est un très bon résultat. Une baisse de la criminalité de 20%, ce n'est pas un pas en avant, c'est un bond en avant. En peu de temps, il y a eu 4000 meurtres à Chicago en une courte période. Et nous devons écouter cet homme dire que nous sommes de mauvaises personnes. Et les gens à Chicago portent des casquettes « Make America Great Again ». Vous avez des femmes, de belles femmes noires, qui portent des casquettes « Make America Great Again ». S'il vous plaît, laissez le président entrer, et peu importe comment il le fait. Il ne s'intéresse pas à la garde nationale, ni à l'armée, ni à la marine. Faites venir les Marines, faites venir les Marines. Ils veulent juste que la criminalité cesse. Et surtout qu'à cause du succès que nous avons eu à Washington, je pense que si nous n'avions pas eu ce succès, personne n'y aurait même cru. Depuis le début du travail de l'administration, le FBI a arrêté plus de 23 000 criminels violents, soit plus du double du nombre d'arrestations effectuées lors de la dernière année désastreuse de Biden. Le FBI a également démantelé ou sérieusement perturbé l'activité de plus de 170 groupes criminels organisés et gangs, 1600 des gangs les plus violents, et a saisi plus de 6000 armes à feu illégales. Et ils ont traqué et arrêté 4 fugitifs figurant sur la liste des personnes les plus recherchées. En fait, 2 d'entre eux ont été les criminels les plus recherchés au monde. Il reste encore beaucoup de travail à faire. Lors de la farouche résistance des démocrates, chez nous, chaque État est un pays à part, et le gouvernement fédéral ne peut pas toujours agir librement sur leur territoire. Mais cette fois, ils y sont parvenus. Ils y sont parvenus, même s'ils ont farouchement résisté et ont en réalité obtenu d'excellents résultats. Et moins il y aura de criminels dans les rues de nos villes, plus nous pourrons vivre en paix. Mais les journalistes n'ont pas été réunis pour se vanter des succès, mais pour parler de ce qui nous attend ensuite. J'espère que les médias analyseront ces graphiques, car ils représentent les meilleurs indicateurs de lutte contre la criminalité aux États-Unis. Et il ne s'est écoulé que 7 mois. Pour cela, nous avons choisi l'opération canicule d'été lancée par le FBI contre les criminels violents.
Et en seulement 3 mois, 8700 criminels violents ont été arrêtés. Vous avez saisi 2200 armes à feu des rues, définitivement, pour protéger nos communautés. Vous avez saisi 421 kilos de fentanyl. Pour mettre cela en perspective, c'est suffisant pour tuer 55 millions d'Américains. 45 000 kilos de cocaïne ont été saisis. Grâce à nos partenaires du ministère de la Justice, 2100 actes d'accusation ont été prononcés en 3 mois, de juin à septembre. Monsieur Christophe, cela aurait été historique pour un mandat de 4 ans. Vous l'avez accompli en 7 mois. Vous avez permis aux bons policiers d'agir et réuni les bonnes personnes au ministère de la Justice pour qu'ils les arrêtent, les jugent et les incarcèrent. Et si cela ne suffisait pas, sur toute la période de 7 mois de l'année concernée. Sur les 4 dernières années de l'administration Biden, 16 000, 17 000, 15 000, puis 15 000. Voici le nombre annuel d'arrestations de criminels violents sous l'administration Biden. Monsieur le Président, en 7 mois, vous avez 27 600, 28 600 arrestations de criminels violents en seulement 7 mois. Grâce à votre leadership et au dévouement des hommes et des femmes du FBI qui veulent sortir et faire leur travail, qu'on ne leur permettait pas de faire. Ce département servait autrefois d'arme politique. Voilà ce qui arrive quand on lui enlève sa force. Ce chiffre est historique. 28 000 personnes arrêtées uniquement pour des crimes violents. Ensuite, si ça vous va, je vais passer de ce côté en regardant ces graphiques. Considérez les indicateurs pour les crimes violents et la sécurité du pays. Monsieur le Président, sous votre mandat, le FBI a retrouvé 5 400 enfants, soit 30% de plus que l'an dernier. Oh, waouh! Par rapport à l'administration précédente, les arrestations pour crimes violents contre les enfants ont augmenté de 10%. Ils ont retrouvé 5 400 enfants. L'administration de Biden. C'est-à-dire qu'ils ont été laissés entrer dans le pays, puis confiés à on ne sait qui. On ne sait pourquoi, on ne sait pas comment les retrouver. 300 000 enfants ont disparu, ainsi que des adolescents dans l'ensemble des États-Unis. Donc, en 4 ans, 300 000 sont entrés. Et ils sont recherchés par le FBI, les polices locales, les unités spéciales du ministère de la Justice. Je soupçonne qu'une partie d'entre eux est tombée en esclavage, parfois dans des bordels, voilà, parfois la banque suit, il n'est plus en vie, il est mort de façon non naturelle. Mais je veux donner 2 exemples de ce qu'a fait Summer Heat, ce qui, j'espère, sera pertinent pour tout le monde dans cette salle. Le premier exemple concerne plus de 4 ans. Pendant l'administration précédente, au centre d'une ville en Alaska, un hôtel était utilisé comme repère de drogue. En l'espace de 4 ans et demi, il y a eu plus de 1000 appels au 911. Dans cet hôtel en particulier, de nombreux crimes violents ont eu lieu. Trafic de drogue, overdose et meurtre. La destruction de la communauté Summer Heat est intervenue. Ils sont entrés, ont arrêté tous les membres qui contrôlaient l'hôtel et ont également confisqué l'hôtel. C'est donc l'un des exemples de ce que Summer Heat signifie pour les Américains ordinaires qui veulent simplement vivre en paix. Le deuxième exemple est celui d'un grand groupe trafiquant de drogue vendant du fentanyl dans l'État de Washington. Ils expédiaient du fentanyl M en utilisant des avions commerciaux, en plaçant des comprimés et de la poudre de fentanyl M dans des valises, les transportant depuis la frontière sud-ouest, principalement depuis l'Arizona jusqu'à l'État de Washington. Cela a duré très longtemps et toute l'organisation a été arrêtée. Je cite ces 2 exemples car il est d'eau facile de voir un millier d'arrestations sur le tableau. À quel point nos communautés ont-elles changé maintenant par rapport aux 4 dernières années passées ? Mais il y a des exemples concrets. Chacune de ces arrestations signifie que nos rues sont devenues plus sûres. Tout cela est dû au travail de l'administration, du président Trump et du directeur Patil. Voici ce que je vais vous dire. Procureur général Bondi et moi, monsieur, chaque jour, avec le directeur Patil, nous cherchons comment poursuivre ce travail. Et cela ne s'arrêtera pas. Comme l'ont dit le procureur général et le président, ce n'est que le début, la première phase ou le lancement, mais cela va continuer. Pourquoi ? Pourquoi ? Les démocrates, les dirigeants du parti protégeant les clandestins, les criminels. Ils organisent des émeutes à travers le pays, collectent de l'argent auprès des cartels, des ennemis de l'Amérique, de l'argent volé. Ils se battent contre quoi ou pourquoi ?
Le gouvernement fédéral essaie de faire respecter ce qui est clairement une question fédérale, c'est l'immigration. Et nous avons la police de Chicago. Bien sûr, je pense qu'on peut dire qu'ils ne répondent pas à l'appel. Nous avons des gouverneurs et des maires qui incitent activement les gens à résister à la loi fédérale, allant même jusqu'à créer des zones de refuge où le gouvernement fédéral ne peut pas entrer. Que va-t-il arriver si nous ne faisons pas attention ? Les premiers professeurs, c'est un honneur pour moi de vous parler. Je suis tout ce que vous dites et écrivez. Ma femme Becky est encore plus admirative. Il est clair pour moi qu'après 4 ans avec le président Biden, aujourd'hui, le Parti démocrate estime que contrôler les personnes à la frontière est raciste. Je pense que c'est raisonnable, mais je n'ai aucun doute. Certains diront « essaient de le cacher », mais ils croient simplement aux frontières ouvertes. C'est maintenant leur privilège, leur droit en tant qu'Américains de croire en cela, mais ils ne peuvent pas ne pas respecter la loi, et la loi est très claire. Et la plupart des Américains considèrent la frontière sud comme leur propre porte d'entrée. La plupart des Américains ferment leur porte d'entrée à clé la nuit. Ils ne le font pas parce qu'ils détestent tous ceux qui sont dehors. Ils le font parce qu'ils aiment les personnes à l'intérieur et veulent savoir qui entre et sort de leur maison. Donc, on peut être pour l'immigration légale et contre l'immigration illégale sans être incohérent. Moi, j'en suis finalement venu à la conclusion que les démocrates, ils seraient beaucoup plus honnêtes intellectuellement s'ils disaient simplement « nous ne pensons pas qu'il devrait y avoir de frontières ». C'est un peu étrange de laisser n'importe qui entrer dans le pays, voler, tuer, peut-être faire exploser. Ou simplement, comme le Venezuela a relâché chez nous tous les patients des asiles psychiatriques, les laisser entrer aussi. Selon les lois américaines, il faut leur fournir logement, soins médicaux, assistance, éducation et argent. Non, un peu, bien sûr, naturellement, juste un peu, mais si on multiplie ce juste un peu, bien sûr, par 20 millions, ça fait en fait pas si peu que ça. Selon la Constitution, c'est considéré comme un droit. Selon notre Constitution, c'est considéré comme un droit. C'est une question morale, mais vous devez quand même le respecter. Si j'étais roi pour un jour, je ne suis pas roi et je ne cherche pas à le devenir. Je ferai la même chose que l'administration de Trump, je respecterai la loi, j'enverrai les agents de l'Immigration and Customs Enforcement et je proposerai à ces maires, à ces gouverneurs qui ont clairement un problème de criminalité, surtout dans les zones urbaines, je proposerai aussi d'envoyer des agents des forces de l'ordre pour les aider avec leurs problèmes de criminalité. Je ne peux tout simplement pas. Si j'étais le maire d'une grande ville aujourd'hui ou le gouverneur d'un État avec un problème de criminalité, j'accueillerais favorablement une aide supplémentaire des forces de l'ordre. Et pour moi, c'est un mystère pourquoi les démocrates, eux, ne l'acceptent pas, sauf qu'ils sont contre tout ce que soutient le président Trump. Si le président Trump disait qu'il faut respirer pour survivre, les démocrates retiendraient leur souffle. Je veux dire, tout est devenu tellement mauvais. C'est carrément ridicule, en fait. Si Donald Trump disait que vous devez tous respirer, les démocrates arrêteraient immédiatement de respirer. C'est ridicule. À votre avis, quel a été le tournant pour le Parti démocrate qui les a poussés à aller dans cette direction? Oui, c'est lié à l'escouade House Jasmine Crow, à cet écologisme et transgendérisme radicaux. Donc, vous savez, ces 30 à 70 questions sur lesquelles ils se concentrent, c'est la haine de Trump. Cela a commencé à se former sous Obama. Quel est votre diagnostic de ce qui est arrivé à ce parti? Je pense que c'était le président Obama. Je pense qu'il y a toujours eu une lutte au sein du Parti démocrate. Il y en a une aussi au sein du Parti républicain, mais surtout au sein du Parti démocrate. Entre ce que j'appelle l'aile des lunatiques ou l'aile socialiste et les démocrates traditionnels, le président B, Clinton, pour être précis, a ramené le Parti démocrate dans le courant dominant. C'est précisément pour cela qu'il a été élu 2 fois, le président Obama, monsieur. Il a déplacé le parti encore plus à gauche, à mon avis, un professeur. Il n'a pas pu aller aussi loin à gauche qu'il l'aurait voulu, mais il l'a déplacé aussi loin qu'il a pu. Et ensuite, le président Biden a été élu et la plupart des gens, je pense, qui ont voté pour le président Biden pensaient qu'ils allaient avoir une seconde venue de Bill Clinton. Au lieu de cela, ils ont eu le cousin de Bernie Sanders parce que tant de personnes de l'équipe du président Obama étaient à la Maison-Blanche et pour beaucoup d'entre eux, c'était comme un 3e mandat.
Et c'est alors qu'ils sont apparus et ensuite ils ont permis, pour ainsi dire, à l'aile éveillée, si vous voulez, à l'aile folle du parti M. Il y avait des gens à la Maison-Blanche qui ne ressentaient que du mépris pour l'Amérique. Ils auraient dû ressentir de la gratitude, mais ils ressentaient du mépris pour l'Amérique. Vous aviez des conseillers du président qui pensent que les enfants devraient pouvoir changer de sexe pendant la récréation. Oui, c'était tout simplement incroyable. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles les démocrates ont perdu les élections. Comme un troisième mandat, Barack Obama a voulu faire avancer ce programme sans y laisser ses empreintes, et il l'a fait. Je veux dire, évidemment, il y a l'aile socialiste, l'aile bolchevique, l'aile des lunatiques, comme je l'appelle parfois, dans le Parti démocrate, et elle prend de la force et contrôle la situation. Et son leader, honnêtement, ce n'est pas le sénateur Schumer ou mais le chef de la minorité, Jeffries. C'est la députée Ocasio-Cortez. Bon, c'est clair. Et beaucoup de choses que, selon moi, fait le sénateur Schumer au Sénat, en insistant pour fermer. Il veut que l'aile des lunatiques, dirigée par la députée, l'aime. Il ne l'aime même pas, et pour sa politique intérieure, il veut qu'ils l'aiment. Ils ne l'aimeront jamais. Et la plupart des autres démocrates, pas tous, mais la plupart des autres démocrates au Sénat, ils comprennent mieux cette histoire de shutdown, mais ils ont peur de l'aile des lunatiques. Je veux dire l'aile socialiste des lunatiques. L'aile du parti va élire un maire socialiste à New York. Je n'aurais jamais cru voir ça de ma vie. Pourquoi pensez-vous qu'ils ne sont pas sûrs d'eux, que lorsqu'ils regardaient les élections de 2024 et examinaient ces questions clés sur l'économie, l'énergie, la question transgenre, la frontière, ils étaient du côté des 30%? Du côté des 30%, cela signifie que moins de 30% des électeurs sont prêts à voter pour leurs idées. 70% pensent qu'ils sont des fanatiques obsédés. Pourquoi? Pourquoi quelqu'un dans le parti ne dit-il pas, comme Clinton après McGovern? Vous savez, depuis 1972, McGovern a suivi cette voie. Il a détruit le parti. Ça lui a pris 20 ans, en fait, à part l'intermède avec Carter pour revenir. Pourquoi certains refusent-ils l'idée d'une approche centriste à la Clinton qui pourrait nous faire gagner les élections générales? Ils n'ont pas les compétences, ils sont juste... Ils ont peur. Si je conseillais le Parti démocrate, ce que je ne fais pas, et bien sûr je ne veux pas, j'appellerais Bill Clinton et je lui dirais « Aidez-nous à comprendre comment devenir plus raisonnable » et de se démarquer de l'aile folle qui déteste George Washington, Thomas Jefferson, le docteur Seuss et Monsieur Patate, parce qu'ils sont tous racistes, en minorité, et certains démocrates en parlent, comme Rahm Emanuel, en minorité. Mais l'aile socialiste du Parti démocrate est extrêmement bien organisée. Ils sont très actifs sur les réseaux sociaux, ils sont très organisés et actifs en ce qui concerne les protestations physiques et en personne. Et ils le sont constamment, et ils sont partout, comme une éruption cutanée sur les sénateurs démocrates, tout simplement partout. Et les sénateurs démocrates sont effrayés. Ils sont vraiment effrayés. Ils ont beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Et ils ont une énorme quantité d'argent. Et ils ont énormément d'argent. D'où? Oui, du chameau. D'abord de l'Iran, puis du Qatar, puis en détournant l'aide américaine. À toutes sortes de pays, disons, sous-développés ou semi-développés. Et maintenant, en recevant de l'argent de la Chine et des cartels de la drogue. Super combinaison. Eh bien, c'est intéressant que les cartels et les Chinois ne brûlent pas de haine envers l'Amérique, alors que ceux-là brûlent, se tordent littéralement de haine. Nous allons tout détruire, tout voler, dépouiller, prendre, puis nous ferons de vous des esclaves et nous vivrons comme des empereurs et des pharaons. Quand vous regardez où nous en sommes actuellement, et ça je pense qu'on appelle ça une contre-révolution, que Donald Trump essaie de mener en 4 ans, et vous regardez la nature unique de la Constitution des États-Unis, vous regardez notre énergie, notre agriculture, notre armée, êtes-vous sûr que nous sommes dans le 3e siècle, ou est-ce une renaissance? Êtes-vous pessimiste, optimiste ou neutre par rapport à ce qui se passe? Eh bien,
Je suis optimiste. Maintenant, je suis un optimiste inquiet. Parfois, je suis un optimiste paranoïaque. J'ai dû arrêter cette vidéo pour dire que j'ai enfin entendu et compris qui je suis maintenant. Et je pense déjà qu'à la fin de mes jours, j'ai été, je suis et je serai un optimiste paranoïaque, c'est-à-dire un optimiste qui est très nerveux à propos de la renaissance des États-Unis et de la culture occidentale. En général, la morale. Qui est, si on veut tirer, peut-être mieux que notre présent ou notre passé. J'ai toujours cru que nous ne valons que par nos rêves et que notre valeur se mesure à celle de nos enfants. Mais je ne vais pas l'envelopper dans du papier bulle. L'eau à Washington, district de Columbia, ne sera pas propre tant que nous n'aurons pas retiré les cochons du ruisseau. Je veux dire, prenez simplement le FBI. Il n'y aura pas d'eau propre dans le ruisseau tant que nous n'aurons pas retiré les cochons de l'eau. Il faudra s'en souvenir pour ceux qui aiment le bon humour. D'ailleurs, ce sont des remarques très précises, comme on dit, qui touchent en plein dans le mille. Cherchez-les donc. Chaque jour, on trouve sur Internet toutes sortes de discussions du sénateur Kennedy lors des auditions au Sénat. Il est l'un de mes 3 sénateurs favoris, avec Cruz et Paul. Et si je vous disais que les démocrates, dans leur fermeture irresponsable menée par Schumer, viennent de donner au président Trump l'arme politique la plus destructrice qu'il ait jamais eue. En ce moment même, alors que nous parlons, Chuck Schumer et Hakeem Jeffries tombent directement dans le piège le mieux organisé de l'histoire politique moderne. Et le plus beau dans tout ça, c'est qu'ils n'ont pas la moindre idée de ce qui les attend. C'est bien sûr le docteur Stephen Turley, que je cite et montre souvent. En 4 mois, son nombre d'abonnés est passé d'environ 500 ou 600 000 à 1,4 million. C'est ce que signifie proposer un contenu intéressant et une bonne présentation. Aujourd'hui marque officiellement le 15e jour de ce qui pourrait devenir la plus longue fermeture du gouvernement américain. Pour moi qu'il reste fermé, la situation est incroyable et les chiffres sont clairs. Les républicains ont voté 8 fois pour rouvrir le gouvernement avec une résolution de continuation pure et simple. Pour cette résolution pour laquelle Chuck Schumer et ses collègues démocrates du Sénat ont voté en mars, soit le budget de l'ère Biden, les démocrates refusent désormais de voter et font de la politique. Cette même résolution de continuation pure et simple a déjà été votée il y a quelques mois. Qu'est-ce qu'un projet de loi pure ? Cela signifie que rien d'autre que le budget n'y est attaché. Ils ont généralement l'habitude d'y accrocher toutes sortes de choses qui n'ont aucun rapport avec le sujet. Mais il y a 1 an, tous les démocrates ont voté pour exactement le même budget. La seule différence, c'est qu'il avait été proposé par Biden. Les démocrates ont un bavard comme Bernie Sanders, qui a accidentellement révélé tout le jeu. Je ne plaisante pas. Regardez ce qu'il a dit. Regardez ce qu'il a littéralement admis sur Cable News Network. Ils ont eu des mois pour négocier et vous ouvrez le gouvernement et nous perdons notre influence. Bien sûr, Bernie a vieilli, il n'aurait pas dû parler autant, mais il s'est détendu, a ronronné, la fille a fait tête mignonne et il a perdu le contrôle. Le 11 octobre, il a annoncé quelque chose qui a complètement détruit la stratégie des démocrates. Trump a trouvé 8 milliards de dollars dans les fonds de recherche du Pentagone pour payer nos troupes pendant la fermeture. Regardez cette annonce et avez-vous de l'argent pour payer les troupes? 15 octobre. D'accord. Qu'en pensez-vous? J'ai une personne qui est très riche. Vous le comprendrez quand je vous dirai de qui il s'agit. Il a appelé le donateur un grand gentleman. Et il a dit, si une somme quelconque est nécessaire, s'il manque de l'argent pour payer les troupes, alors je paierai, c'est-à-dire qu'il paiera. Que en pensez-vous? Et c'est là que ça devient le plus intéressant, parce que les démocrates ont passé des semaines à construire une grande partie de leur histoire, de leur propagande, autour des souffrances
des familles de militaires. Donc, ils savaient que leur salaire deviendrait invalide à partir d'aujourd'hui, le 15, et ils avaient déjà préparé la thèse. Trump se fiche de nos soldats, et soudain, de nulle part, Trump fait en sorte que chaque soldat reçoive son salaire. Alors que les démocrates ont voté contre ce paiement 8 fois de suite, et ça devient pire. Trump a maintenant officiellement forcé les démocrates à s'opposer au paiement à nos troupes. On ne peut pas inventer ça. Cela porte les syndromes, cette obsession de Trump, à un tout autre niveau. Le démocrate du Connecticut, Jim Himes, est intervenu ce week-end parmi d'autres démocrates dans l'émission Face the Nation et a littéralement affirmé que le paiement de Trump à nos troupes était illégal. Et maintenant, il menace de déposer une plainte pour effectivement empêcher les républicains et le président Trump de payer nos troupes. C'est comme marcher sur une mine. Et c'est exactement ce qu'a dit le président de la Chambre, Mike Johnson. Si les démocrates veulent aller en justice et contester le paiement aux troupes, qu'ils essaient, très bien. Je suis reconnaissant envers le commandant en chef qui comprend les priorités du pays, la nécessité de la défense nationale et l'urgence que nous ressentons tous et pour laquelle nous avons voté. Les républicains ont voté 8 fois au Congrès, 8 fois entre la Chambre des représentants et le Sénat, pour financer les troupes et payer les employés fédéraux dans ces postes et agences, car nous comprenons que c'est nécessaire. Pendant ce temps, les démocrates ont voté 8 fois pour bloquer leur salaire. Reconnaissant d'avoir un président prêt à agir. Merci à vous. Mais ce n'est pas tout ce que Donald Trump a imaginé en apprenant que les démocrates voulaient pas fermer le gouvernement. Il a aussi préparé une liste des programmes les plus chers au cœur des démocrates. Qu'est-ce qu'un programme? De quoi s'agit-il? Bien sûr, comme toujours, il s'agit de la répartition de l'argent volé chez nous entre différents groupes et groupements de gauche. Pour l'instant, les démocrates sont occupés à tomber dans leur propre piège. Ils marchent littéralement dessus. Donald Trump utilise cette fermeture pour éliminer définitivement des programmes entiers des démocrates. Il a annoncé que vendredi, il publierait la liste des programmes soutenus par les démocrates qui seront définitivement fermés. Le shutdown, honnêtement, puis-je le dire en des termes simples, vous êtes intelligents et comprenez tout, mais beaucoup ne comprennent pas. Les démocrates perdent à cause du shutdown car nous fermons des programmes démocrates auxquels nous nous sommes opposés. Nous pouvons donc, et souvent ils ne reviendront jamais. Nous pouvons désormais faire ce qui était impossible avant. Nous fermons des programmes qui sont des programmes des démocrates que nous voulions fermer ou que nous n'avons jamais voulu voir exister, et maintenant nous les fermons et nous ne les laisserons pas revenir. Les démocrates subissent une défaite. Et vendredi, nous aurons une liste d'entre eux fermant certains des programmes socialistes les plus flagrants, semi-communistes, probablement pas complètement communistes. Cela, nous le laisserons à New York, mais des programmes semi-communistes. Attendez-vous à une explosion vendredi, attendez-vous à ce que les démocrates jurent de se venger, de se venger, de se venger. Et un saut de larmes de crocodile. Trump enlève magouilles, serpents, politiciens, leurs enfants, neveux, protégés et partisans. Ou d'autres peuvent-ils encore vivre à nos frais, voyager à nos frais dans des stations balnéaires, se baigner dans des bains de champagne comme des seigneurs? Malheureusement, cela s'est déjà produit. Nous l'avons déjà vu. Ils se filment eux-mêmes, puis ces idiots publient ça sur Internet. Oh, les pauvres, pauvres démocrates. Enfin non, excusez-moi, les pauvres, pauvres démocrates devenus scandaleusement riches. Et si je vous disais que le plus grand scandale de l'histoire américaine est sur le point d'éclater, d'une façon que personne n'aurait pu imaginer? Et si je vous disais qu'après de nombreuses années de mensonges, de dissimulation, des accusations vont enfin être portées? L'ancien conseiller principal du comité judiciaire du Sénat vient tout juste de faire une déclaration sensationnelle qui sème la panique à Washington et effraie chaque politicien corrompu. Pendant de nombreuses années, les médias traditionnels nous ont dit que Vladimir Poutine avait volé l'élection à Hillary Clinton en 2016. Que l'administration Trump avait été irrémédiablement compromise par les Russes. Que Trump lui-même était un véritable agent russe servant fidèlement les intérêts du Kremlin.
Mais maintenant, grâce au travail d'enquête de personnes comme Kash Patel et à ce que vous avez fait le 5 novembre, de plus en plus de choses sont révélées. Que le véritable crime n'était bien sûr pas ce que Trump avait jamais fait. C'était la machine d'Obama, de Biden et d'Hillary, déployée contre à la fois un candidat à la présidence et un président en exercice. Nous savons maintenant que l'opération au nom de code Crossfire Hurricane était une enquête de contre-espionnage sur la campagne présidentielle de Trump et ses liens présumés avec des responsables russes. Nous savons maintenant que, dès le début, ce n'était rien de plus qu'une tentative de saboter la campagne présidentielle. Et ensuite, après que Trump ait été élu, cela s'est transformé en un véritable complot de l'État profond qui cherchait à renverser le président légitimement élu. D'accord, ça, nous le savons déjà. Quoi de neuf s'est-il passé? Maintenant, Crossfire Hurricane, si vous ne le savez pas, a été lancé pour dissimuler un autre scandale du FBI, à savoir les enquêtes compromises sur le scandale des emails d'Hillary Clinton. Ici, c'est un scandale sur un autre. Maintenant, vous vous souvenez, Hillary Clinton a commis un crime en entravant la justice, en supprimant des emails contenant des informations secrètes sur son serveur de messagerie personnelle, alors qu'ils avaient été assignés à comparaître. Un crime qui aurait valu à n'importe lequel d'entre nous de longues années de prison. Maintenant, nous savons que l'enquête du FBI à ce sujet était une fraude. Elle a été complètement compromise par le directeur du FBI de l'époque, James Comey, et par l'agent du FBI Peter Strzok, qui est un fanatique de gauche acharné et qui dirigeait l'enquête sur Hillary. Nous savons maintenant qu'ils l'ont innocenté dès le début. C'était une enquête complètement farcesque. Mais au cas où Trump gagnerait en 2016, ils avaient besoin, comme l'a appelé Strzok, d'une assurance pour s'assurer que cette vérification frauduleuse ne verrait jamais le jour. En d'autres termes, le FBI couvrait ses arrières. Plutôt qu'un nouveau scandale éclaté, enfin, soi-disant scandale. Et ainsi, ils ont en fait lancé une opération appelée Crossfire Hurricane, où ils ont fabriqué des accusations contre Trump disant qu'il conspirait avec la Russie pour voler les élections. Ainsi, le directeur du FBI, James Comey, et son adjoint Andrew McCabe ont obtenu à 4 reprises des mandats Foreign Intelligence Surveillance Act pour la surveillance. Contre la campagne de Trump, puis contre la présidence de Trump en lançant des enquêtes fabriquées. C'est ce dossier russe qui a été compilé par la société de Clinton comme preuve supposée pour obtenir ces mandats Foreign Intelligence Surveillance Act, bien qu'il savait parfaitement que le document, le soi-disant dossier Steele, était en réalité un faux et avait été fabriqué par une société de recherche d'opposition appelée Fusion Global Positioning System, engagée et payée par la société de Clinton. Donc, ils savaient qu'ils essayaient d'obtenir ces mandats en utilisant des informations frauduleuses. Ils travaillaient avec le directeur de la CIA de l'époque, John Brennan, pour délibérément divulguer des informations compromettantes sur Trump à la presse. Pour lancer une enquête du procureur spécial contre Trump et affaiblir sa présidence, ce qui s'est fait sous la direction de Robert Mueller. Et ensuite, pour aggraver encore la situation à cause de ce que vous avez fait, le 5 novembre, la nouvelle directrice du renseignement national, Tulsi Gabbard, a publié des documents qui étaient sans équivoque. Cela montre que tout cela a finalement été approuvé par nul autre que Barack Obama lui-même dès décembre 2017. Et voilà. Nous arrivons au héros de notre histoire, de notre roman, comme l'appelle Trump, Barack Hussein Obama. De l'ancien principal conseiller du comité judiciaire du Sénat, très proche du président Trump. Que des accusations seront réellement portées et qu'elles iront jusqu'au plus haut niveau. Attendez de voir ça, ça va vraiment vous stupéfier. Mike, jusqu'où cela va-t-il? Monter le long de la chaîne? Je pense que cela remonte directement à Obama, Biden, Hillary Clinton, Comey, Brennan et Lepket. Beaucoup de personnes de l'administration Obama et Biden, y compris des démocrates en charge de la sécurité sociale, sont impliqués. Ces procureurs qui ont coordonné leurs actions avec la Maison-Blanche de Biden pour porter ces accusations contre le président Trump. Et un grand jury est également en train d'être préparé à Ford. Pierce, Floride. Un nouveau grand jury a été formé. Ce serait un bon lieu pour cette enquête. Messieurs, les rouages de la justice tournent très très lentement.
Mais dans un état de droit, il est nécessaire de suivre la lettre de la loi. D'abord, dès qu'un crime est découvert, il y a une enquête. Si l'enquête trouve quelque chose, elle passe au procureur, puis dans le cas de personnes connues. Si le procureur estime qu'il y a suffisamment de preuves, il réunit ce qu'on appelle un grand jury. C'est-à-dire, un groupe élargi de jurés, et ils décident. En fait, c'est eux, ils leur présentent le dossier, et eux décident s'il y a suffisamment de preuves pour engager un procès. Ils rendent ou non ce qu'on appelle un acte d'accusation. S'ils estiment qu'il y a assez de preuves, ils rendent un acte d'accusation pour les procureurs. Dans 90% des cas probablement, ils réunissent un grand jury seulement lorsqu'ils sont sûrs d'avoir suffisamment de preuves. Donc nous sommes, je pense, à 2 ou 3 semaines apparemment de l'annonce parce que le grand jury est déjà réuni, on nous dit, en Floride. Mais nous saurons bientôt s'il y a suffisamment de preuves pour engager des poursuites. Qui? Mesdames et messieurs, Hillary Clinton, Clapana Brennan, Joe Biden it. Joe Biden, le président noir des États-Unis, le principal instigateur de ce complot, Barack Hussein Obama. Donc nous attendons ce vendredi et au plus tard la fin octobre, nous attendons, retenant notre souffle. Acte d'accusation, oui ou non? Dans l'affaire concernant 2 présidents et un candidat à la présidence des États-Unis. Cela ne s'est jamais produit auparavant, en effet, ce qu'ils ont fait... Cela non plus, ça ne s'est jamais produit. Attendons et réjouissons-nous. Pour l'instant, je voulais juste, calmement. On peut dire en soi « hurrah, hurrah, hurrah », mais pour l'instant... Là-bas, l'optimisme n'est pas panique, comme cela a été bien dit. Oui, je suis optimiste. Psychonerveux, à la prochaine.